Ok, on continue sur cette slide capsule du cours ACT 6100 d'analyse des données. Donc, on va parler d'un petit sujet un peu différent qui va nous sortir de l'algèbre et des probabilités. On va parler un peu d'analyse convexe parce qu'on va parler beaucoup d'optimisation par la suite. Ok, encore une fois, la majorité des choses qu'on verra en machine learning, ce sont des problèmes d'optimisation. Et donc, je vais quand même essayer de vous expliquer ce qui traîne dans ces boîtes noires d'optimisation. Et pour ça, j'ai besoin de rappeler un certain nombre de concepts sur l'optimisation. Il s'avère que le cas le plus intéressant en optimisation, c'est le cas où on est sur des fonctions convexes, parce qu'on a énormément de propriétés. Donc, c'est un peu ce que je vais rappeler dans ces séries de capsules. Donc, je vais revenir sur des choses qui sont peut-être un peu éloignées de l'optimisation, puisqu'on va surtout parler pour le moment d'ensembles convexes et de fonctions convexes, avant d'attaquer l'optimisation dans les séries de slides suivantes. Ok, j'arrête de parler, je bascule sur mes slides. Ok, donc première petite partie sur l'analyse convexe. Donc je vais juste revenir sur le point de départ. Hein. La convexité va se définir avant de parler de fonctions sur les ensembles. Ok, donc on va avoir un ensemble C dans un espace quelconque, donc par exemple dans Rn. Okay. Dans mes dessins ici, je suis en dimension 2, hein, j'ai un ensemble de points dans le plan, et on dira qu'on a un ensemble convexe si, quand on prend n'importe quel deux points à l'intérieur de cet ensemble, le segment tout entier est dans cet ensemble. Okay, donc c'est ce qui se passe ici. Donc mon ensemble, c'est cette espèce de patate, et on voit que si jamais je prends le premier point en haut à gauche, le deuxième en haut à droite, tous les points qui sont sur cette droite sont bien dans l'ensemble. Okay, et c'est vrai, quels que soient les points que je peux prendre. D'accord, donc ça peut se voir visuellement. L'ensemble du dessous n'est pas convexe. Pourquoi? Parce que si jamais je prends le point qui se trouve là et le point qui se trouve là, ben, il y a une partie ici qui ne se trouve pas dans l'ensemble C, donc on a un ensemble qui est non convexe. D'accord, donc les ensembles convexes, on en a quand même énormément. D'accord, donc la définition formelle, c'est de dire que pour tout x et pour tout y appartenant à l'ensemble, le point tx plus 1 moins ty, donc qui est un barycentre entre les points x et y avec un poids t appartenant à 0,1, doit appartenir à l'ensemble C. Okay, donc beaucoup d'ensembles sont convexes. Hein. La boule unité est un ensemble convexe. Donc j'en ai déjà parlé quand j'ai présenté les normes dans la partie sur l'algèbre linéaire, y compris pour là je pense que je parle implicitement des normes euclidiennes, mais quand vous avez la norme L1, on est aussi sur un ensemble convexe, la norme L infini, on est aussi sur un ensemble convexe. Okay, il y aura juste le cas où on essaiera d'étendre la norme de Minkowski au cas P plus petit que 1. Donc en particulier, je présenterai L0 pour vous parler de sélection de variables. Après, ce n'est pas vraiment non plus une norme, puisqu'on ne respecte pas l'inégalité triangulaire. Donc ce n'est pas exactement une norme, mais l'ensemble qui est induit, en tout cas, est un ensemble qui est non convexe. Mais de manière générale, quand vous prenez une boule unité, c'est un ensemble qui est convexe. Un hyperplan est un ensemble convexe. Alors les hyperplans, ça va être essentiel. Je vous renvoie au cours de modèles linéaires. Quand on essaie de faire un séparateur en classification, un modèle logistique, on séparait par un hyperplan. Okay, donc cet ensemble est un ensemble convexe. Presque plus intéressant, le demi-espace engendré par cet hyperplan est lui aussi un espace convexe. Donc quand vous êtes, si je le fais en dimension 2, vous êtes en dimension xy, si je prends une droite quelconque et je prends tous les points qui sont en dessous, cet ensemble est convexe. D'accord, donc ça, c'est important parce que cette histoire de demi-espace, on va la retrouver partout. En particulier, j'aurai peut-être une petite section sur la programmation linéaire où on parlera de ça. N'importe quel polyèdre est convexe. D'accord, donc les polyèdres, c'est jamais que des collections d'inégalités. Okay, et ça, c'est classiquement les problèmes qu'on aura quand on fera du problème du simplex, quand on fait de la programmation linéaire. Le simplex est un ensemble convexe. Donc le simplex, vous le connaissez, hein, c'est en gros l'espace des mesures de probabilité. D'accord, donc c'est des valeurs qui sont positives, okay, dont la somme est égale à 1. Donc, si jamais vous êtes dans le simplex en dimension n, ça veut dire que vous avez un vecteur de dimension n de grandeur positive qui somme à 1, c'est-à-dire une mesure de probabilité sur un ensemble de n catégories. D'accord, la convexité, elle est stable par intersection. D'accord, donc ça, c'est assez naturel et assez rassurant comme propriété. À partir du moment où j'ai des ensembles convexes, on va s'intéresser à des fonctions convexes. Okay, donc les fonctions convexes, je peux les définir dans n'importe quelle dimension. Pourquoi? Parce que n'importe quelle dimension. Pardon, ici c'est un R dans le sens réel. Je suis dans des fonctions à valeur réelle, d'accord, mais qui sont définies dans des espaces potentiellement plus grands. Okay, autant vous définir une fonction
croissante de Rn dans R, j'aurai un peu plus de mal. Autant définir une fonction convexe, en fait, c'est finalement, de manière un peu paradoxale, c'est presque plus simple, en fait, tout simplement parce que c'est juste une petite propriété d'inégalité. Okay, pourquoi? Parce que je suis à valeur dans R. Donc, f de quelque chose est forcément un réel. Dans R, on a une relation d'ordre. D'accord? Donc, je sais que 2 est plus petit que 7, par exemple. Donc, je vais pouvoir exploiter cette relation d'ordre dans R pour pouvoir ordonner les valeurs. Donc, comment ça marche? Alors, il y a juste une petite propriété qui est très importante, hein, mais je le mettrai quasiment tout le temps dès que je vous parlerai des propriétés. C'est le fait que la fonction est définie sur un ensemble convexe. D'accord? Donc, pour avoir une fonction convexe, il faut déjà qu'elle soit définie sur un ensemble convexe. C'est une propriété qui paraît un peu évidente parce que souvent, soit on sera sur R, soit on sera sur, par exemple sur le carré unité. Okay, éventuellement, on sera même sur un simplex. Enfin, peu importe, on est assez souvent en fait dans des ensembles convexes. La propriété d'avoir une fonction convexe, elle est relativement forte et consiste à dire que un f de mon point barycentre est forcément plus petit que t, l'image de x, plus 1 moins t, l'image de y. D'accord? Donc, cette fonction, vous avez déjà vu ça, hein, je me rappelle, c'est des choses qui sont assez classiques. Par exemple, quand on parle de l'inégalité de Jensen, on est en probabilité. D'accord? Donc, on a des propriétés avec les fonctions convexes. D'accord? Donc, les fonctions convexes, on les verra par la suite. C'est défini comme ça, de manière très générale. Il s'avère que quand on a des fonctions qui en plus sont différenciables, on va pouvoir caractériser ça avec des propriétés sur les différentiels de la fonction. Okay? Donc, propriété intéressante sur les fonctions convexes. Alors, autre chose qui est peut-être un petit peu connexe, mais on peut en avoir besoin en particulier, sur un point qui n'est pas exactement le cours d'analyse des données, mais c'est essentiel dans un cours qui serait de visualisation de données. Si jamais j'essaie de visualiser des données, c'est assez naturel de vouloir construire des nuages de points. Donc, on le verra, hein, on en fera un petit peu. Quand je ferai de l'analyse en composante principale, j'essaierai de vous dire, ben là, on a l'impression qu'on a un groupe de points, puis là, on a l'impression qu'on en a un autre. Okay, donc, je le ferai plutôt avec une vision un peu gaussienne du monde, c'est-à-dire que je vous mettrai des ellipses dans lesquelles, en gros, on est supposé trouver les points de type A et les points de type B. Si jamais je voulais faire les choses de manière un peu plus élégante, quelque chose qui pourrait être pratique, c'est de constituer des ensembles. Donc, on le voit quand on fait des ellipses, hein, c'est des ensembles convexes. Donc, on voit qu'on a envie de dire j'ai une patate de points ici. Les ensembles, quand on les trace, on a envie qu'ils soient souvent convexes. D'accord. Il y aura un cas particulier, ce sera ce qu'on appellera l'analyse des correspondances, où on sera plutôt intéressé pour avoir des espèces de bananes. Donc, on aura plutôt des croissances, c'est-à-dire des formes qui ne sont pas du tout convexes. Mais en ACP, quand on essaie de faire des clusters, on aime bien avoir des clusters convexes. Il y a une propriété qui est intéressante, c'est que on peut donc, qui dit analyse des données, dit ensemble de points. Okay, donc, si jamais j'ai un ensemble de points, on peut s'intéresser, essayer de regarder tous les points qui vont constituer l'ensemble convexe associé. D'accord? Donc, ici, j'ai généré genre une dizaine de points à chaque fois. Et ce que je me demande, c'est est-ce que je peux tracer un ensemble qui va contenir tous les points et qui serait en plus convexe. Okay, et je demande un peu mieux, je demande même l'ensemble le plus petit possible qui contienne tous les points et qui soit convexe. Donc, cet objet-là, ça va être l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires convexes des points du nuage. Donc, ça va être l'ensemble de tous les points qui ressemblent à ça, où les poids sont des barycentres. Okay, je généralise juste là la définition de convexe. Hein. Le convexe entre deux points, c'est juste un point qui est son barycentre. Si jamais je prends 3 points, c'est en fait l'ensemble de tous les points qui sont dans le triangle. D'accord, etc. Donc, une combinaison convexe, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, ça va être ces objets-là qui sont les poids dans le simplex. Okay. Dans ces cas-là, l'enveloppe convexe, c'est l'ensemble de toutes ces combinaisons convexes qu'on va pouvoir construire, et ça va correspondre à ce qu'on voit sur ces dessins ici, qui sont les régions dans lesquelles on va avoir des points. Et ça, c'est très, très utile quand on essaie de visualiser. Si jamais je vous donne des points et qu'on se demande est-ce que c'est possible de tracer l'ensemble des points admissibles, par exemple, on pourrait se dire, si jamais vous avez des propriétés de convexité, ça pourrait marcher. Donc ça, c'est par exemple assez classique en finance, où vous allez générer quelques points, mais vous avez envie de visualiser tout l'ensemble des points admissibles, et dans ces cas-là, prendre l'enveloppe convexe peut être intéressant. Okay. Les ensembles convexes, ils sont importants parce qu'on a plein de propriétés. En particulier, on a des points, on a des propriétés sur les points tangents. Okay, donc je reviendrai juste après là-dessus. Et on a un autre petit résultat qui est une propriété très simple très simple de topologie, mais assez fondamentale, qui est que quand vous avez deux ensembles convexes qui sont disjoints, c'est toujours possible de faire passer un hyperplan entre les deux. Donc en dimension 2, si jamais je suis dans le plan, si jamais j'ai deux ensembles convexes, c'est toujours possible de faire passer une droite entre les deux. Okay, donc je vais pouvoir séparer les points. Donc on voit apparaître les problèmes de classification. Hein. Si jamais j'ai des points qui sont dans la partie en bas à gauche et des points dans la partie en haut à droite,
faire passer ce séparateur me permet de classifier en disant j'ai plutôt les points du bas en bas et plutôt les points du haut en haut. D'accord? Donc, créer ces séparateurs, c'est intéressant. On a ce théorème qui nous dit que quand vous avez deux ensembles convexes, on peut toujours faire passer une droite entre les deux. Alors, ce théorème, vous le connaissez. Je vous ai repris ça dans un livre de finance, dans Financial Asset Pricing Theory. Par exemple, donc vous avez ce théorème, le fameux théorème fondamental, on est vraiment sur les bases de la finance. Le théorème fondamental de mathématiques financières qui vous dit que il existe un vecteur de prix d'état si et seulement si il n'existe pas d'arbitrage possible sur nos marchés. Okay, donc l'existence en gros, ça va être aussi l'existence de la mesure risque neutre, mais l'existence des prix d'état d'Arnaud Debreu et le fait qu'on soit dans un marché sans arbitrage, on le voit ici, c'est évoqué, c'est directement lié à ces histoires de séparation des convexes. Okay, donc on va définir deux ensembles. Okay, on les voit apparaître ici. Et dans ces cas-là, d'après le théorème de séparation des convexes, on va pouvoir construire en fait notre vecteur de prix. Okay, donc c'est des théorèmes que vous connaissez forcément, qui ne sont pas forcément évoqués, mais qui sont tellement profonds en fait, qui sont en plus tellement naturels que finalement on les oublie. Donc nous, il y a plusieurs moments dans le cours où on les verra effectivement réapparaître. Cette propriété de pouvoir construire effectivement ce séparateur dans deux ensembles convexes. Mais voilà, ce théorème est un théorème assez fondamental. Autre chose, on a le théorème de ce qu'on appelle le three-parting theorem, qui nous dit que si jamais vous avez un ensemble convexe, dans ces cas-là, on peut trouver un hyperplan qui va toucher cet ensemble, okay, qui fait que quand je serai en dessous, dans ces cas-là, j'aurai les points de l'ensemble, mais aucun point ne sera au-dessus de cet ensemble-là. D'accord? Donc, c'est des notions de points tangents. Alors, donc, je prends un point à la frontière et je peux trouver un vecteur tel que tous les points donc tel que C soit en dessous en fait cet ensemble-là. Donc, dès que vous avez un ensemble convexe, je peux trouver un hyperplan ou une droite si jamais je suis en dimension 2, tel que tous mes points sont en dessous. Donc, je vais vous le faire un petit dessin si vous voulez en dimension 2. En dimension 2, voilà un ensemble convexe. Okay, dans ces cas-là, je peux vous trouver ici une droite, okay, qui fait que tous les points, donc la droite passe par un des points du bord, okay, et tous les points de mon ensemble C sont dans un des demi-espaces qui correspondent à la partie en l'occurrence supérieure au-dessus de la droite de séparation. Okay, donc ça, c'est une propriété qui paraît un peu triviale, mais c'est vraiment ce que nous racontent les fonctions convexes. Je peux vous le faire dans le cas des fonctions convexes, parce que c'est finalement ça que ça va aussi nous dire. C'est le fait que si jamais vous avez une fonction convexe, donc une belle fonction convexe, ça va être quelque chose comme ça. Okay, dans ces cas-là, la fonction convexe, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'elle est toujours au-dessus des droites des droites tangentes. Okay, donc en fait, on voit apparaître quelque chose. Alors, je ne suis pas là non plus pour refaire un cours d'analyse fonctionnelle, mais on va retrouver les notions d'enveloppe, d'enveloppe convexe. Okay, donc on voit apparaître le fait que quand on a des fonctions convexes, on va pouvoir utiliser quelque part localement quelque chose de linéaire. Et ça nous intéresse, parce que des modèles linéaires, c'est quand même le truc le plus simple. Donc la convexité, elle a beaucoup à voir avec ces histoires de fonctions convexes et de droits de support, de droits de séparation, etc. Il y a un autre objet qui pourra nous intéresser. C'est un peu plus anecdotique, mais je vais quand même le définir au cas où. C'est les notions de cône. Donc un cône, ce n'est pas exactement la même chose. Un cône, c'est juste de dire, c'est un ensemble tel que si jamais vous prenez un point dans cet ensemble, alors dans ces cas-là, tous les points de la forme Tx pour t plus grand que 0 sont aussi dans l'ensemble. Donc dès lors que vous avez un point, vous avez toute la droite. Donc ça va nous servir parce que, par exemple, quand je vais prendre un quadrant dans l'espace, un quadrant est fondamentalement un cône. Okay, c'est un cône convexe en plus. Donc on a énormément de propriétés là-dessus. Donc c'est ce que je vous raconte ici. L'exemple le plus important, ça va être ces histoires de quadrants. C'est aussi important en statistique parce qu'en fait, des statistiques d'ordre sont aussi des ensembles convexes. Donc, dès que je commence à ordonner l'ensemble des points tels que x1 est plus petit que x2 est plus petit que x3, ça va aussi me définir un cône. Okay, donc, les cônes, on en a aussi plein, mais la propriété sera moins utile ici que celle de convexité. Je reviens sur mes histoires de fonctions convexes parce qu'encore une fois,
si jamais je vous parle d'ensemble convexe et que je fais un tout petit peu de topologie, c'est essentiellement parce qu'après, je vais avoir besoin de travailler sur les fonctions convexes. D'accord? Donc, une fonction de Rn est dite convexe. Encore une fois, si son ensemble de définitions, donc le domaine sur lequel la fonction est définie, est un ensemble convexe, mais surtout, on a cette propriété qui nous dit f de tx plus 1 moins ty, c'est-à-dire f, vous avez deux points xy, alors je vais peut-être vous le rajouter sur mon dessin qui est au-dessus. Donc ici, je suis sur cette fonction-là, donc je vais prendre ici mon point x et mon point y. Donc ce que je suis juste en train de vous dire ici, c'est que, donc, supposons que je prenne le barycentre entre mes points x et mes points y. Donc je vais me placer quelque part entre les deux. D'accord? Donc ici, je me place en tx plus 1 moins ty. D'accord? Donc c'est le point qui se trouve là. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que l'image de ce point-là doit être forcément plus petite que la partie de droite, qui est le barycentre dans l'espace d'arrivée. Okay? Donc ici, j'avais mon point f de x. Ici, j'ai mon point f de y. Dans ces cas-là, le point barycentre, il est très exactement ici. Et ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que le barycentre dans l'espace d'arrivée doit être plus petit que f de mon barycentre de départ. D'accord? Donc c'est ça qu'on nous dit quand on parle de convexité, c'est vraiment cette histoire-là. Alors, si jamais j'essaie de le traduire de manière un tout petit peu différente, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que quand vous avez une fonction convexe, n'importe quelle corde, c'est-à-dire n'importe quel segment qui va relier deux points de la courbe, doit toujours être au-dessus de la courbe. Voilà, c'est la définition avec des mots de cette fonction-là. Donc une fonction convexe est en dessous de toutes ces cordes. Okay, je vous l'ai fait en dimension 2, okay, parce que encore une fois, ma propriété elle est générale, elle est définie sur Rn, donc je ne suis pas obligé de le faire sur R, je peux aussi le faire sur R au carré ici. Donc je vais prendre ici deux petits points. Okay, donc il y a mon premier point qui est mon point X et mon deuxième point qui est mon point Y. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que si jamais je prends le segment, donc une corde, que je vais tirer sur ma surface, elle est forcément toujours au-dessus. Donc toute la corde est au-dessus de ma surface. Donc c'est ce que je représente avec le dessin du bas, en vous disant j'ai une aire positive en dessous. Je suis toujours strictement au-dessus, enfin pas strictement, je suis au-dessus de ma surface. Okay, donc ça, c'est une propriété de convexité de ma fonction. Donc ma fonction convexe, ça va être ma fonction qui va être plutôt votre sac de course quand vous rentrez. Donc vous avez ce sac de course que vous ramenez, mettez une bille au fond et ça va vous donner un bel ensemble convexe. Okay, une fonction concave, ce sera le contraire. La fonction concave, c'est quand vous prenez votre fonction à l'envers. Okay, donc si f est convexe, moins f sera concave, de manière assez triviale. Okay, donc les fonctions concaves, c'est au contraire, toutes les cordes sont situées en dessous de ma surface. D'accord? Alors, les fonctions classiques, il y a l'exponentielle. Okay, donc l'exponentielle va être la fonction probablement la plus simple. Tout simplement, alors, pour ceux qui sont toujours perdus entre convexe et concave, la fonction la fonction exponentielle est convexe, donc ça finit en x tous les deux, moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc l'exponentielle est une fonction convexe, la fonction inverse est une fonction concave. Donc il y a des propriétés comme ça sur les inverses. Le logarithme est concave. Okay, pourquoi? Parce que pensez à votre fonction logarithmique, vous êtes toujours au-dessus de toutes les cordes. Okay, les fonctions puissance, quand on est sur des puissances qui sont plus grandes que 1, sont aussi des fonctions convexes. Okay, x à la 2 est convexe, x à la 3 est convexe. Par contre, racine carrée de x n'est pas convexe. Okay, et dernier point le plus intéressant, les fonctions quadratiques sont des fonctions convexes à partir du moment où j'ai des fonctions des matrices sous-jacentes qui sont positives semi-définies. Okay, donc, je n'ai pas besoin d'être défini positif, okay, si je n'ai pas besoin qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Okay, si jamais je ne suis pas défini, ça nous posera des petits soucis. Mais en tout cas, ma fonction, elle va rester en tout cas convexe. Techniquement, pas strictement convexe. Okay, donc, strictement convexe, c'est quand j'ai une égalité stricte. Okay, donc, on n'est pas strictement convexe, mais en tout cas, on est convexe. Repensez au petit graphique que je vous ai mis dans le cours d'algèbre linéaire où je vous montrais 4 surfaces et 4 matrices. Donc la matrice identité moins l'identité. La matrice avec 1 et moins 1 où j'avais un point sel. Okay, donc la fonction convexe, c'était la première où on avait genre l'identité, où on avait une fonction qui était positive définie. Puis il y avait la dernière qui était positive mais pas définie. Et dans ces cas-là, effectivement, on avait un ensemble de points pour lesquels j'étais constant, donc on n'avait pas l'unicité de la valeur de l'optimum. Mais je reviendrai sur l'optimum à la fin de ces slides.
Mais voilà, retournez sur les slides d'algèbre linéaire pour revoir des choses éventuellement sur les fonctions quadratiques si jamais ça vous paraît un petit peu loin. Ok, on peut continuer un petit peu. Donc, quelques exemples de fonctions convexes, juste parce que ça va être quelque chose d'important. Alors, je pense qu'il y a une typo, mais de mémoire, c'était corrigé dans les slides. Bon. Les normes sont des fonctions convexes. D'accord. Donc, je vais parler de la norme unité qui vous définissait un ensemble convexe. Mais si jamais je prends la fonction qui à x associe sa norme, c'est une fonction convexe. Ok. Autre exemple plus intéressant, alors, il y avait une petite typo dans l'orthographe, c'est que c'est le minimum pour y appartenant à un certain ensemble de la norme entre x et y. Okay. Donc, si jamais vous avez un point x et vous cherchez le minimum euh, des points dans l'ensemble y, c'est une fonction qui est une fonction convexe pour n'importe quel norme. Okay. Alors, juste un petit point, cette chose-là, vous l'avez déjà vu. Hein. Si jamais ici, vous prenez une norme L2, ça nous fait penser à une minimisation de norme au carré. Si jamais vous êtes sur la norme euclidienne, qui est une norme associée à un produit scalaire, c'est associé à une projection orthogonale. Okay. Le point y pour lequel je vais minimiser cette fonction-là, à partir du moment où je projette sur un ensemble S qui est convexe, c'est la projection orthogonale sur cet ensemble-là. D'accord. Voilà, je vous définis ici ce que j'évoquais juste auparavant, c'est-à-dire les fonctions strictement convexes. Donc, strictement convexe, c'est quand j'ai une inégalité stricte. Okay. Donc, ça pourra nous intéresser par la suite. Le strictement convexe, ce n'est pas forcément fondamental, on verra. On verra ce qui sera plus intéressant, c'est d'avoir la différentiabilité. OK. On a des petites propriétés sur ces fonctions, convexes. Et c'est la propriété suivante. Donc, si vous avez une fonction qui est différenciable une fois, okay, donc si f qui va de Rn dans R est différenciable, alors elle est convexe si et seulement si, alors, comme toujours, il nous faut le domaine convexe, mais surtout, on va avoir la propriété suivante, c'est-à-dire que f de y doit être plus grand que, pour tout x, f de x de la dérivée, ou disons le plan tangent, la valeur du gradient de la fonction en f, produit scalaire avec y moins x. Okay. Donc, on a cette propriété-là qui va nous permettre par la suite de faire des calculs. Donc, quand on a une fonction convexe, alors on a forcément ça. Mais de manière réciproque, si jamais j'ai cette propriété-là, alors la fonction f sous-jacente sera convexe. Okay. Donc ça, je vais revenir là aussi dans 2 minutes là-dessus. On voit apparaître quelque chose qu'on connaît, qui est une notion de développement de Taylor. Okay. Cette chose-là, c'est le début du développement de Taylor. Si jamais vous regardez le terme qui est au carré, qui est après, c'est la dérivée au carré, c'est-à-dire la matrice hessienne avec un facteur 1,5, puis du y moins x et y moins x transposé y moins x. Donc on a une espèce on retrouve une forme quadratique en fait. Et donc, on va arriver à la propriété qui est celle juste en dessous, qui est en fait que la fonction est convexe si et seulement si on a une matrice hessienne qui est positive, pas forcément définie, mais qui est en tout cas positive. Okay. Donc, on a ces 2 petites propriétés. Donc, une qui est celle qu'on utilise le plus. La seule chose, c'est qu'elle est un petit peu contraignante parce qu'on a besoin d'avoir 2 fois la différentiabilité. Okay. Si jamais je suis juste une fois différenciable, dans ces cas-là, je ne peux pas regarder la matrice hessienne, okay, puisque cette matrice n'a pas de sens. Par contre, je devrais me rabattre sur cette propriété-là qui est un peu plus faible, okay, mais qui est quand même une propriété intéressante qu'on peut avoir dans le cas des fonctions convexes. Okay. J'ai l'impression que j'arrive à la fin, donc je vais faire une petite pause là. Je vous conseille de continuer dans la foulée si vous êtes en forme. On va poursuivre après sur l'optimisation des fonctions convexes. Donc, j'ai posé les bases sur ce que c'est que des fonctions convexes. On va pouvoir enfin s'attaquer à des problèmes de minimisation de fonctions convexes, avec ou sans contrainte, pour essayer de voir ce qu'on sait sur l'optimisation dans le cas des fonctions convexes différenciables ou pas. Ok, je vais m'arrêter là pour cette petite capsule.